Après les couteaux pliants, une présentation de mes couteaux droits. Avant d'entrer dans la période médiévale, je voudrais tout de suite éliminer trois couteaux que j'ai faits qui n'ont rien de médiévaux, qui sont des couteaux du peuple, alors je vais dire lapon. En fait, il ne faut pas dire lapon. Lapon, c'est une insulte, c'est méprisant. Ça veut dire clochard, pouilleux. C'est un mot norvégien ou suédois, je crois. En fait, il s'agit des Samis, Samé au singulier Sami. C'est un peuple nomade d'éleveurs de rennes du Grand Nord qui font leurs couteaux comme ça. Donc il y a beaucoup de rennes dans les couteaux, puisqu'ils en élèvent, ils vivent avec, ils tirent tout du renne. Ils tiraient tout du renne. Un peu comme les Indiens d'Amérique du Nord avec le bison. J'aime beaucoup leurs étuis, particulièrement, qui sont courbés comme ça, qui sont faits dans une ramure de bois de renne. Et puis les couteaux ont une jolie forme aussi. J'en ai fait plusieurs parce que j'aimais vraiment bien ces couteaux. C'est une lame du commerce. J'ai fait ça il y a une dizaine d'années. C'était une époque où je forgeais pas encore. Donc j'achetais des lames et je faisais que les manches. Donc il y a du bois de renne, de la corne de buffle d'eau, de buffle asiatique, rebois de renne. Ça doit être du cèdre, je crois. Que pas très scandinave comme bois, mais enfin bon, qui est joli. Et puis encore bois de renne. Les pommeaux sont très lisses, comme ça. Et voilà, petit couteau sympa, avec une garde en laiton. Les petites stries noires que vous voyez là, entre les différents composants, c'est du cuir. Donc ce sont des couteaux qui se portent verticalement, à la ceinture ou le long de la botte. Alors un deuxième, donc il n'y a pas que des étuis courbés comme celui que je viens de vous montrer, des fois c'est des étuis tout simples, comme ça. Celui-là est un peu plus gros, encore une lame du commerce, même principe que l'autre, renne, corne, renne, cèdre, renne. L'intérêt du bois de renne par rapport au bois de serre, c'est qu'il est beaucoup plus compact, il y a moins de corps spongieux à l'intérieur. Il est beaucoup plus approprié à une sculpture, à faire des reliefs dedans. Je me fournissais à cette époque dans les lames et le bois de renne chez un fournisseur qui s'appelle Brisac Knives, qui est finlandais et avec lequel je ne travaille plus car depuis le Covid, les prix ont doublé. Donc c'est sans moi maintenant. Hop, celui-là est petit, au contraire. Et je crois que c'est exactement la même alternance de matériaux que sur les autres. Bien, maintenant on entre dans la période médiévale, disons. Moi, je vais faire dans le désordre, allez. Ceci, par exemple, est un couteau inspiré des lames vikings qu'on a retrouvées. Donc c'est un couteau, vous voyez l'attache qui se porte, contrairement à ceux que je viens de montrer, des couteaux Sami, celui-ci se porte à la ceinture d'une manière horizontale, quoi, sous l'estomac, sous le ventre. Et voilà le couteau. C'est donc une lame du commerce encore, toujours à cette époque où je ne forgeais pas. C'est du buis avec une pièce intercalaire en corne de buffle asiatique. Garde et pommeau en laiton. Un autre dans le même style, mais avec des renforts en cuivre ou en laiton, je ne sais plus, c'est bien rouge, ça doit plutôt être du cuivre. Qu'on trouve fréquemment, ce type de couteau. Plusieurs peuples en font, c'est pas spécial aux Vikings. D'ailleurs, on ne devrait pas dire les Vikings, mais les peuples scandinaves.
Parce que viking, en fait, c'est un métier, si on veut. Ça veut dire commerçant, ça veut dire pirate, voilà, c'est faire le viking. C'est pas le nom d'un peuple. Alors on les trouve principalement dans les sépultures féminines. Ce sont des couteaux de femme. Les modèles masculins sont tout droits, pareil, mais ils font 40 cm de long. C'est pas tout à fait le même truc. Le cuir que j'utilise pour tous mes étuis, c'est du cuir pleine fleur 3 mm, très rigide et dur à former. Voilà, le couteau, c'est encore une lame du commerce, de chez Brisac Knives, toujours. Je leur achetais du bois de renne et des lames à l'époque. Et donc, je pense que ça, c'est du chêne et évidemment du bois de renne. Le bois de renne, quand il est poncé avec un grain 1000, c'est un matériau formidable. Ça arrive à être doux, à être lisse. C'est vraiment génial. Dans la même lignée, mais sans les renforts ici. Là, c'est tout cuir. Un autre couteau du même style, avec ce dos arrondi à la fin qui retombe sur un tranchant plat, presque plat, caractéristique aussi de cette période-là. Pareil, il n'y a pas que les Vikings qui ont cette forme de lame. On la trouve chez les Francs mérovingiens, on la trouve chez les Saxons, les Alamans, les Burgondes, enfin tous ces peuples germaniques issus du Barbaricum. À propos, si vous vous intéressez à cette question des soi-disant invasions barbares, je vous conseille vraiment d'écouter sur YouTube les conférences de Bruno Dumézil. Il y en a notamment une qui s'appelle « Les barbares, une altérité nécessaire ». Et il explique comment une civilisation se définit parce qu'elle considère comme barbare. C'est très intéressant et ça remet pas mal les pendules à l'heure. Les soi-disant invasions barbares deviennent plutôt de l'acculturation, en un seul mot. Voilà, donc là j'ai sculpté un serpent, vous pouvez peut-être voir, en relief. Ces choses-là sont faites avec mon Dremel, des fraises assez fines. Et c'est pareil, c'est un bois de renne qui était très blanc cette fois. Il y a des variations de teintes dans le bois de renne. Là, j'ai pas nettoyé les couteaux avant de vous les montrer. Ça, c'est une bêtise. Mais enfin, c'est du laiton. Et vous voyez comme il commence à verdir déjà, alors qu'il est au sec dans mon bureau et dans l'étui. Donc vous comprenez que ceux qu'on retrouve qui ont plus de 1000 ans, ils sont très verts. Celui-ci, par exemple, est assez représentatif d'un couteau de Gotland, à un autre endroit qui s'appelle Birka aussi, je crois. Ça doit être en Suède, où on en retrouve pas mal. Donc là, j'ai plus travaillé les renforts en laiton, un peu plus que sur les autres. Pareil, un couteau qui se porte horizontal. Voilà, encore une lame du commerce. Renne, buffle d'eau, renne, renne. Il y a des variations dans les teintes du bois de renne, je disais. Vous voyez ici comme il est blanc avec des taches jaunâtres. Et là, au contraire, il prend une teinte presque rosée par endroits. Voilà, j'ai fait des intercalaires en cuivre. Ça, c'est du cuir. C'est une ligne de cuir. Voilà, pas grand-chose à dire. Étui formé au couteau, bien sûr. Dans le même genre, rien de neuf. Un couteau un peu courbe. Il y a la tache verte ici. Pourtant, ils sont secs, hein, c'est incroyable. J'aurais dû les nettoyer avant de vous les montrer, mais j'y ai pas pensé. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. Bref, bois de renne, buis et bois de renne. Ça, par contre, c'est des lames que je commençais à faire. J'en ai fait une série comme ça, il doit y en avoir 3. Des lames courtes et très triangulaires.
et très épaisse. Je pense que c'est du 4 mm. J'avais dû me procurer une plaque d'acier de 4. D'habitude, je fais plutôt en 3. Sauf quand la lame fait 20 cm de long. Là, bien sûr, je prends du 4. Mais pour les lames courtes, comme ça, je fais plutôt 3. Bon, là, j'avais fait très épaisse. Alors, il y a des couteaux pour tout usage. Hein. Faut pas aussi imaginer que tous ces couteaux-là servent comme armes ou... Ça a pu, mais il y a aussi des couteaux de métier. Hein. Des couteaux de boucher, des couteaux de... Voilà. Donc une lame épaisse et courte comme ça peut être destiné à un travail particulier. Hop, je passe au suivant. Un petit couteau du même type. Reine, bouleau, reine. Lame du commerce encore. Une lame de chez Brisa. Décidément, je leur fais de la pub. Pourtant, ils sont devenus tellement chers que franchement, c'est dissuasif. Vous faites venir du bois de renne de Finlande. Rien que le port, déjà, je vous dis pas. C'est décourageant. Un étui auquel il manque un lacet. Ça, c'est rien. Des lacets, j'en ai plein. Je remettrai ça à l'occasion. Je les vends pas, hein. Je fais ça pour moi. Donc, il peut manquer des lacets sur l'étui. Ça me dérange pas beaucoup. Encore un autre. Alors là, je me suis inspiré d'un étui saxon. C'est un peu les mêmes. Il ne faut pas s'imaginer non plus que chaque peuple de cette période a sa forme de lame, sa forme d'étui particulier. Sont des peuples cousins, sont tous des peuples germaniques. Souvent, il est bien difficile de déterminer, si on ne savait pas à quel endroit on l'a trouvé, si une lame est saxonne ou franque ou burgonde, allemand, wisigoth. Ils ont un peu les mêmes. Enfin là, en tous les cas, c'était un étui avec cette armature droite en fer comme ça, qui était a priori saxon. Là, j'ai fait une chape d'entrée de fourreau. Si je ne me mets pas en face de la caméra, ça ne va pas le faire. Oh, celui-là est bien vert. Voilà, c'est la même lame que tout à l'heure, cette lame courte, triangulaire et assez épaisse. J'en avais fait 3, je crois. Bois de renne, corne de buffle, bois de renne. Des intercalaires en métal qui sont des rondelles de chez Brico Machin. Celui-là, il faut vraiment que je le nettoie. C'est beau le bois de renne. Hein. On continue avec cette fois un renfort en fer. Pas toujours utiliser que du laiton. Voilà la troisième lame dont je parlais. Forgée à la maison. Ça, c'est du charme. C'est un bois clair et très dur. Donc, renne, charme, renne. Toujours pareil, une garde et un pommeau en laiton. Tiens, j'ai oublié une chose. Je voulais vous montrer ça. Ah, ça sera mieux comme ça. Voilà. Ça, c'est un couteau viking dont j'ai parlé juste avant, qu'on retrouve dans des sépultures féminines de l'île de Gotland. Quand on les retrouve, ils sont comme ça. Il faut imaginer que tout ce que vous voyez là, de cette couleur verdâtre, là, tout ça, c'est du bronze. Alors on dit bronze, maintenant les archéologues sont plus prudents, ils disent un alliage cuivreux. Parce qu'on s'est aperçu en l'analysant qu'il y avait un peu de tout là-dedans. Normalement, le bronze, c'est 90% de cuivre et 10% d'étain, 10-12% d'étain. Là, c'est du vrai bronze. Mais en faisant l'analyse, on s'est aperçu qu'il y avait du manganèse, du nickel, du zinc, un peu de tout là-dedans. Mais enfin, ça donnait ça. Donc, si vous voulez, on devine même ici le décor en V, là, les petits escaliers. On les devine vaguement, là, qu'on retrouve sur mon couteau. Celui-ci neuf, bien nettoyé, il y a 1000 ans, il devait ressembler à ça.
à peu près. Vous voyez ici le truc au bout, que j'ai reproduit aussi, pas tout à fait au même endroit, mais enfin l'idée y est. Ceci, c'est un couteau, c'est une lame saxonne. J'ai interprété le manche comme toujours, hein, puisqu'on ne retrouve pas les manches, hein, on retrouve que le métal en général. C'est une lame qu'on a retrouvée dans la Tamise. On retrouve beaucoup de lames dans les cours d'eau, dans les lacs, dans les étangs, et ce depuis l'âge du bronze. Il y avait une pratique qui consistait à faire des offrandes dans des milieux aquatiques. On ne sait pas à quelle croyance ça correspond, mais on note ça depuis l'âge du bronze, ensuite chez les Celtes, nos Gaulois, disons, et ensuite les peuples germaniques, pareil. Les Saxons en Angleterre, les Francs mérovingiens ici. On a dragué il y a quelques années une partie du lit de la Saône et on a ramené des dizaines d'épées, de lames de couteau. Voilà. C'était des offrandes, c'est pas des choses qu'on jette parce qu'on s'en sert plus ou parce qu'elles sont abîmées. Ce sont des lames neuves quand ils les jettent. Elles sont pas tordues, rien. Donc cette lame saxonne a été retrouvée dans la Tamise. On en retrouve beaucoup dans la Tamise, entre autres. Alors, je parlais tout à l'heure de couteau professionnel. Ça pourrait bien être un couteau de boucher. En tous les cas, ça sert à un artisanat particulier, parce que comme couteau de combat, paraît pas très évident. C'est plutôt une sorte de feuille de boucher. Alors, bois de renne, et ça doit être du chêne. Ça vient d'une chaise que j'avais récupérée dans une déchetterie. Et dans les pieds de la chaise, j'ai fait pas mal de rondelles pour mes couteaux. Comme vous pouvez voir, c'était l'époque du bricolage, puisqu'on voit encore, je ne sais pas si on va le voir là, au bout de la lame, E-U-G-E, Peugeot. C'était une lame de rabot Peugeot. J'achète pas mal de trucs sur les vide-greniers, ça vaut rien du tout. Et c'est un acier de couteau d'une super qualité. Voilà, donc ça c'est de la récup, hein, je l'ai réaffûtée, elle coupe beaucoup. Je l'ai réaffûtée sans la chauffer parce qu'il ne faut pas perdre la trempe. Et j'ai fait ça. Ceci n'est pas une croix gammée, hein, on est bien d'accord. Encore un autre, façon sépulture féminine de Gotland, mais je me répète. Alors là, vous voyez, c'était le début, je ne savais pas rifter. Donc j'ai mis des rivets tubulaires, qui est d'un goût quand même un peu moyen. Alors, après, j'ai appris avec des clous en laiton à mater, à faire vraiment un vrai rivetage. Bon, là, c'est du rivet tubulaire, c'est pas génial, mais à l'époque, je savais pas trop comment faire autrement. Et voilà la lame. Celle-là, elle est forgée à la maison. Il y a l'alternance de deux buis. J'ai un buis vraiment couleur buis, c'est-à-dire vraiment jaune, et un autre qui a pris l'eau. Ça a fait dedans des infiltrations un peu grisâtres comme ça, parce qu'il est resté dehors pendant plus de 2 ans, je crois. Mais c'est du buis quand même, très très dur, mais pas aussi jaune que celui-là. Donc renne, buis, renne, buis, renne, buis, renne. Toujours garde des pommeaux en laiton et une lame maison. Alors le dernier des petits couteaux, pas le plus réussi. Ça c'est une attache de sac à main, là je crois que j'aurais pu me dispenser de mettre ça, mais... Bon, faut bien débuter, hein. Donc ça doit être un des tout premiers que j'ai fait, ça, parce que l'étui est vraiment pas jobard. Le couteau est pas mal, mais l'étui, il est un peu au secours. C'est une lame du commerce. Ça, je pense que ce joli bois, je pense que c'est de l'orme. Une fois passé à l'huile de lin, il prend cette teinte orangée un petit peu. C'est un très beau bois, très dur aussi. Donc orme, renne, orme. Alors, même principe que d'habitude. Des rondelles de cuir à chaque fois entre chaque élément.
Le tout collé à l'époxy bicomposant, prise lente. Voilà, pour les petits couteaux, entre guillemets, c'est fini. Maintenant, je vais vous montrer des un peu plus gros. D'abord, je voudrais vous montrer ça. Je parlais des lames qu'on retrouve dans les cours d'eau, dans les lacs, etc. Des offrandes. Celle-ci a été retrouvée dans la Tamise. C'est une lame saxonne. Eux, ils appellent ce type de lame, enfin ce type d'arme, un CX, S-E-A-X. Et nous, en France, on appelle ça un scramasax. C'est Grégoire de Tours, je crois, le premier qui utilise l'expression, qui nous a donné le nom de cette arme qu'utilisaient les francs mérovingiens, les Alamans. Alors en Angleterre, ils disent un CX, c'est utilisé par les Saxons, donc. Ils appellent ça broken back, le dos cassé. Le tranchant est là, hein. Broken back six. Et c'est une forme très caractéristique de cette période autour de l'an 1000. Parce que, comme chacun sait, ou presque, en 1066, l'Angleterre est envahie par Guillaume le Conquérant, qui venait de Normandie, et donc les Saxons disparaissent pas, mais ils sont inclus dans un nouveau peuple, avec de nouveaux arrivants. Il y a un mélange. Donc, à partir de cette lame trouvée dans la Tamise, j'ai fait plusieurs couteaux. Alors, il y en a qui sont gravés, celle-ci ne l'était pas. Ça, c'est pas sa taille réelle, hein. Elle est un petit peu plus grande en réalité. C'est moi qui l'ai imprimée comme ça, mais elle est un peu plus grande. Voilà mon interprétation de cette lame. Alors, on en a retrouvé plusieurs. Celle-là, elle est faite aux dimensions exactes de ce que les archéologues nous ont rapporté. Et c'est bien avec eux parce qu'ils sont toujours très précis dans leur description. Elle était gravée comme ça, j'ai reproduit la gravure. La lame au millimètre près, c'est la copie exacte de ce qu'on a retrouvé. Là, j'ai fait un guillochage. Ça, par contre, c'est pas sur l'original. Moi, ça m'a plu de le faire. Je sais pas si on voit bien. Alors ça se fait avec des limes aiguilles, à condition que vous n'ayez pas trempé l'intégralité de votre lame. Moi, quand je trempe des lames, que ça soit pour les couteaux pliants ou pour les plus gros comme ça, je trempe toujours que la moitié coupante de la lame, disons. Toute cette partie-là au-dessus, je ne la trempe pas. On appelle ça faire une trempe sélective. Donc cette partie-là n'étant pas trempée, je peux encore ensuite, avec des limes aiguilles, travailler un peu l'acier. La lime, elle mord dans l'acier. Par contre, une fois que l'acier est trempé, la lime, elle fait zing, elle glisse dessus. Vous ne pouvez plus faire grand-chose, hein. C'est très très dur. Voilà, ça doit être fait avec mon Dremel et des outils assez fins. Là, j'ai acheté un pommeau qui rend bien. Alors ça, j'en suis pas du tout responsable, j'ai juste collé. J'ai acheté ça chez un fournisseur allemand qui fait dans le médiéval. Pour l'étui, j'avais essayé un premier dessin, et puis malheureusement, je suis passé à travers. Bon, ça arrive. On le voit bien, on le voit en entier, voilà. Je vous en présente un autre, celui-là d'après cette lame-là. Donc comme j'ai dit, elle est un peu plus grande en réalité, c'est mon impression qui est plus petite. Voilà, d'après cette lame, j'avais fait ça. Donc pareil, c'est la copie exacte de la lame archéo. C'est important pour moi de faire des choses exactes. Voilà, c'est du 3 mm d'épaisseur. C'est encore guilloché, pas le même motif que l'autre. Pour le guillochage, c'est pas difficile en fait, hein. Je conseille toujours le site de Gérard Euth qui s'appelle Coustil. Vous trouvez ça sur internet, il vous explique très bien comment guillocher, faire différents motifs. Et puis pour celui-là, je me suis amusé à sculpter une tête d'aigle. Donc ça c'est du cerf et ça c'est du renne.
Et pour celui-là, j'avais aussi fait des progrès en la gravure sur cuir grâce à un tuto YouTube fait par un Anglais qui montre bien comment on fait. J'ai enfin compris, donc ça s'est un peu amélioré au niveau des représentations. Le relief est bien meilleur que sur mes tentatives précédentes. Et là, je ne suis pas passé à travers. Ceci est d'après un couteau viking. Alors, cette fois-ci, on a le manche. C'est assez rare. Et ça représente un dragon. C'est peut-être pas évident comme ça. Vous avez l'œil ici, la bouche, à la place de la joue, cette sorte de spirale. Et au-dessus, ça fait ça. Une tête de dragon. Un peu bizarre, mais c'est une tête de dragon. Donc pareil, c'est tout bois de renne avec un intercalaire en chêne, encore mon fameux pied de chaise, je pense. Et la lame est la copie de l'original aussi. Elle a une forme pour le coup qui n'est pas cassée, c'est pas systématique, elle a une forme plus simple, mais c'est le travail du manche qui est bien. J'avais aussi fait les renforts en bois de renne, là je m'étais amusé, et aussi la chape d'entrée du fourreau, c'est du bois de renne, d'une pièce. Voilà, un peu plus gros, un court-saxe mérovingien. Il y a plusieurs tailles. Il y a le court-saxe, ensuite le braid-saxe. Donc ça, c'est le petit, si on peut dire. Donc là, c'est à la fois une arme et une sorte de machette. Donc la lame est d'après un original aussi. On a beaucoup de lames mérovingiennes. Pareil, intercalaire bois et bois de renne. Et là, j'ai fait un décor de serpents qui sont entrelacés. Voilà. Garde et quelque chose au bout, le pommeau aussi. Pour finir, un gros. Alors là, je voulais vous montrer quelque chose aussi. Voilà, je vais d'abord vous montrer ça. Ça, c'est un scramasax dans son fourreau, franc mérovingien, 6e, 7e siècle, dans un état de conservation exceptionnel, rarissime. Il y a le cuir. On peut voir qu'il a été gravé, mais on distingue assez mal le motif. Hein. Il a quand même passé 1400 ans dans l'eau, je suppose. Si c'était dans la terre, il ne serait pas dans cet état-là. On remarque les rangées de petits clous alternés avec des grosses pastilles comme ça. Le tout en alliage cuivreux, comme ils disent. Il reste encore la soie. Il n'y a plus le manche en bois. Il y a encore des traces de bois. C'est vraiment très rare. Le manche a disparu. Il reste que la soie, bien sûr, en métal. C'est-à-dire la partie qui rentre dans le manche. Les morceaux de bois qu'on a retrouvés, on a pu déterminer que c'était du frêne. C'est un bois qui est encore utilisé pour les manches d'outils. Si vous allez acheter un manche de bêche, de fourche, ou je sais pas quoi, la plupart du temps, presque toujours d'ailleurs, c'est du frêne. Parce que c'est à la fois un bois dur, qui a une fibre longue et qui résiste à la pression, à la flexion, disons, un petit peu. Donc ma copie, ça donne ça. On va pas le voir en entier, mais vous voyez, j'ai reproduit l'idée des successions de petits rivets avec de plus grosses pastilles. Le port est horizontal sous l'estomac, toujours à la ceinture. Un renfort ici, très important, à la pointe. Ici, une partie avec une figuration animale. Et voilà, ça donne ça. Ce bois-là, c'est du boulot de Carélie. La Carélie, c'est un territoire entre la Finlande et la Russie, je crois, très au nord. Et c'est un boulot très dur, et pas du tout comparable avec notre boulot, qui est plutôt un bois dont on fait des allumettes. Alors là, pas du tout, hein, c'est un bois super dur. Mais c'est un boulot quand même. Bon, rien de particulier à dire sur le manche, il est assez simple. Boulot de Carélie, bois de renne, boulot de Carélie. Il faut décidément que je nettoie mes parties en laiton, elles sont toutes en train de verdir.
Voilà, et ben c'est terminé pour ce petit exposé.